c'est dans les vidéos avant, vous les avez, donc je ne vais pas... Ok, vas-y. Question? J'avais une question. J'avais vu sur ce point-là une question intéressante sur les isotopes. Oui. Pourquoi, exemple, Bien fort, hein, ce que... pourquoi on choisit un tel isotope pour représenter dans le tableau? On ne prend pas exemple, le carbone 13. Pourquoi est-ce que j'ai pris le carbone 12? Non, il y a dans le tableau de tous les atomes. Alors, si vous regardez leur masse, alors ça c'est une bonne question, c'est un truc, vous êtes sans doute jamais posé la question, ou peut-être que si, et alors c'est vraiment bien. Si vous regardez dans votre tableau de Mendeleev, les masses atomiques, les masses moléculaires, masse atomique, et puis vous déterminez vos masses moléculaires, etc., vous vous rappelez que vous avez toujours, je sais pas, 12 virgules, machin, machin. Et on faisait une masse atomique arrondie. Vous vous souvenez? Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ces virgules? C'est quand même super bizarre, puisque on a autant de nucléons. On devrait avoir des nombres entiers. Mais en fait, justement, à cause de la présence, donc quand on prend du carbone, à cause de la présence d'isotopes. Tu vois? Donc ça veut dire que, proportionnellement, il y a un peu de carbone 14, ce qui fait que, en fait, la masse globale de, quand je prends un morceau de carbone, ben, il y a un peu de carbone 14 toujours dedans. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on a toutes ces virgules. Ça marche? Ok pour ça? Ouais? Cette question à part, les atomes, vous ne les avez pas à l'école? Non, j'ai oublié. Ah. Oui, j'ai oublié. Mais tu insistes parce que tu me l'as déjà demandé, non? Non, j'ai demandé est-ce que vous les savez avec vous ici? Non, je les ai oubliés chez moi, mais pas que les tiennes, hein. T'inquiète, c'est toute l'école que j'ai oublié. Non, je sais. Toutes mes classes. Ok pour ça? Ça va? Donc, après, il y a un petit calcul à faire, hein, et je pense que je vous avais laissé le faire, ou pas, je sais plus. Non, je n'avais pas fait. Je crois qu'on va le faire maintenant. Je vais regarder un peu dans mes notes parce que je ne sais plus. Il y avait un petit calcul que je voulais vous faire faire, mais je ne sais plus. Donc je reprends vite mes notes pour être sûr que j'oublie rien sur cette partie-ci. Ah, et je voulais vous montrer ça, mais j'espère que je n'ai pas oublié. Notion d'isotope, ça c'est bon. Hop, hop, hop. Je suis désolé, je me perds un petit peu. C'est ici, je crois. Il n'y a pas exercice? Non, je vois pas. Ah non, il faut d'abord fission. Ah si, c'est là. Pardon, ouais. Donc en effet, je vais bien fait de regarder. Il y a un petit truc. Ah, si je fais une remarque, certains auraient pu me dire que la différence de masse pourrait être due à l'électron. Ok? Donc parce qu'il y a des électrons hein, dans... Mais en fait, sa masse est 1 millième. Donc même si vous calculez ça, donc ça rentre, hein, si on commence à faire des calculs précis dedans et tout, ça rentre, ça devrait rentrer dans les calculs qu'on va faire. Mais on va les négliger, nous, parce que c'est 1 millième, et même sur du carbone 12, ça fait 12 millièmes. Donc en fait, vous voyez que c'est beaucoup moins que même la différence de masse qu'on peut observer ici. Okay? On est d'accord qu'on n'avait pas fait le calcul ici. Hein. Donc, je reprends à partir de là quand même pour l'avoir une fois bien fait avec vous. Donc, on peut calculer le défaut de masse. Donc, est-ce que vous pouvez me donner le défaut de masse? On fait la masse de 2, donc, c'est 2... Ouais, 2, quelqu'un, une calculatrice pas loin? moins la masse donc, 10 moins 26, hein, évidemment. Moins 993 fois 10 moins 6. Alors, ça je vais bouger, on va le faire après. Je n'ai pas laissé beaucoup d'espace ici, donc on va faire ça après, on va s'en occuper après. Ça c'était parce que j'avais expliqué comment faire si vous étiez tout seul. Donc ça faisait combien cette valeur-là? 1, 10 moins 28. Ok. Et normalement c'est en kilos, hein. J'ai pas mis mais kilos. Et alors du coup vous faites cette valeur-là pour trouver l'énergie, pour voir l'énergie qu'on peut récupérer avec ça. Donc vous faites 1,2 fois 10 moins 28 fois la vitesse de la lumière au carré, c'est-à-dire 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde au carré. Monsieur, à l'échelle nucléaire, pour l'unité d'énergie, on parle d'électronvolts. Oui, mais là je le fais en joules, je ne le fais pas. Mais en effet, et en fait, attends, je vais juste noter ça quand même. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste un peu agrandir? Oui, je peux agrandir. Merci. Donc ça au carré, n'oubliez pas que c'est au carré. Vous me donnez, pendant qu'il y en a quelqu'un qui calcule ça, je vais répondre à ta question. Donc, enfin, ta remarque.
Donc, évidemment, à l'échelle, les joules, vous voyez que tout de suite que les joules qu'on va obtenir, les unités ne sont pas tout à fait pertinentes, parce que le joule, c'est une unité macroscopique. Donc, on a utilisé d'autres unités, l'électron-volt. Donc, il y a d'autres unités qui existent, mais c'est simple, c'est pas plus compliqué, c'est juste un rapport. Si une fois que vous connaissez le lien entre cette énergie, c'est un multiple du joule, et puis c'est tout. Pour remarque, vous faites de l'électricité, c'est la même chose, vous allez utiliser le kilowattheure, ok? Ou vous faites un cours de nutrition, on parle souvent encore de calories. C'est une vieille, mais on continue à l'utiliser, et il y a un lien entre les deux, 4,18 joules, c'est une calorie. Faites juste le rapport entre eux, et c'est tout, ok? Donc, je ne le fais pas ici, mais je me dis que si jamais vous avez un cours avec ça, vous pouvez utiliser les valeurs avec l'électron-volt, ça ira aussi. Pas ici, non. Ça va? On ne le fait pas. Quoi? Vous voyez pas ce qu'il y a à gauche dans l'écran? Pourquoi? Parce que Ah, l'autre côté, à gauche là. Cette gauche-là. Et quelqu'un peut me donner la réponse du coup? Tu sais quoi, c'est 3 fois 10 exposé en 8? Ouais, au carré. Donc ça fait combien là? 3,6 fois 10 moins 1. Moins combien? Moins 20, je me disais aussi. Fois 10 moins 20 et les unités? Joule. Ça va? Et puis après, évidemment, dans les calculs, on peut faire des conversions. Alors, en fait, c'est simplement comme ça. Ça n'a pas l'air beaucoup. Vous voyez pas énormément d'énergie. Sauf que c'est un atome. Ok? Alors, j'avais fait un calcul après. Donc, c'est ça qui est mis. Et que la quantité d'énergie dégagée par le noyau, à partir de ce vent qu'on vaudrait. Donc, on nous dit, ben voilà, ça vaut autant. Mais imaginez maintenant, donc, je vous rappelle un peu votre chimie, 12 grammes de carbone 12. Ok? C'est combien? C'est 12 grammes, c'est une fleur. C'est une mole. Ok? Parce que c'est 12 grammes par mole. Il faut un peu se souvenir, mais c'est 12 grammes par mole. C'est une mole. Et une mole, c'est combien d'atomes? 6 fois 10 exposant 23, le nombre d'Avogadro. Ça va ça? Tout le monde a bien en tête? Donc, ça veut dire que 12 grammes de ces 12, ok, contient, je vais mettre comme ça, 6, 0,22, je sais pas quoi, mais ça va si on vous met 6, on va juste mettre 6, fois 10 exposant 23, atomes. On est d'accord? Si ça contient 6 fois 10 exposant 23 atomes, j'ai oublié mon S, ça veut dire que l'énergie que vous avez là, ici, par atome, donc pour 12 grammes, vous le multipliez. Ok? Donc 12 grammes, l'énergie ici, l'énergie que vous allez avoir 3,6 fois 10 exposant moins 20, fois 6 fois 10 exposant 23. Quelqu'un peut faire le petit calcul? Ouais. Ben, vous voyez, tu as du 10 exposant 20 fois du 10 exposant 23. Hein, donc, et encore, on va multiplier par 6. Donc, on est de l'ordre de 10 exposant 24. Non, 10 exposant 4. Donc, 10 000. Normalement. Allez, personne n'a la valeur? Ça fait 21 600. Donc, 21 600. Donc, c'est ce que je disais, un 10 exposant 4. Donc, joules. Ok? Donc, on a cette quantité. Je regarde un peu parce que on ne s'est pas gouré. Non, là, j'ai fait pour 12 grammes. Mais ouais, ok. Mais c'est ça. Moi, j'avais fait le calcul. Mais c'est bizarre, ça ne fait pas beaucoup par rapport à ce que j'avais pris. Je sais pas trop, mais là maintenant je regarde mes calculs. Après on a la démarche, hein, mais moi j'avais du 10-12 là. Je sais pas si celui qui a calculé ici le 3,6 10 exposant moins 20, si c'est tout à fait juste.
Donc je pense qu'il y a une erreur là, parce que moi, il y a peut-être quelqu'un qui a oublié le carré, hein, ou une erreur sur le carré. C'est pas elle qui avait fait. Mais c'est pas elle qui a calculé de base. C'est juste? Je vais le calculer maintenant. Mais non, c'est peut-être moi qui me suis gouré. Moi, j'ai mis mon calcul et j'obtiens pas spécialement. En fait, moi, j'obtiens 0. Ça fait 1,8 fois 10 exposant moins 11. Oui, mais donc déjà, on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée. Hein. Et mais même, il y a plusieurs erreurs en fait. Mais du coup, Ah non, parce que c'est 1,2, moi j'ai 1,1. Donc c'est l'arrondi aussi. 0,8. Bon, mais après, je m'en fiche un peu. Vous irez vérifier le calcul. Ça, c'est juste du calcul, je ne vais pas passer 3 heures. Mais on est plutôt du 10 moins 12. Ça va? Là, c'est 10 moins 11. Oui, ou 10. T'avais 10, tu 10 moins 11. Ouais, 1,08 fois 10 moins 11. 10 moins 11, 10 moins 12, voilà. Donc 10 moins 11, et de toute façon, donc du coup, voilà. Et ça fait combien ça? C'est, dites, je ne vais pas passer 3 heures, il y a des erreurs dans le calcul, ça va, mais je veux juste un ordre de grandeur, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est l'ordre de grandeur. Vous pouvez aller vérifier le calcul, mais... Et il n'y a pas... Juste une question. Pourquoi vous avez gardé 3,6? Parce que c'est pas 3,6, mais... Alors voilà, parce que c'est inverse, ça fait 2,16 fois 10 exposant 13. Donc, allez, on obtient du 10 moins 11 et du 10 exposant 23, comme ça, voilà, j'écris rien du tout, ça va. Et comme ça, on a un ordre de grandeur, parce que c'est ça qui m'intéresse, vous irez refaire le calcul, je ne vais pas passer 3 heures sur un calcul comme ça, c'est tout con. Donc, on obtient du 10 exposant moins 12, ça va? Oula. Non, 10 exposant 12, pardon. 10 exposant 12, c'est ça, hein? Moins 23 moins 11, c'est ça. Ok? 10 exposant 12 joules. Non, mais ça, je dois le modifier pour toi, ça n'a pas été. Ah! Joules. Ça va? Ça, c'est l'ordre de grandeur. Oui? Donc, on a refait le calcul. Ils sont gourés dans les calculs, mais c'est pas grave. Donc, le défaut de masse, c'est le fait qu'il y a de la matière, ok? Et que quand on la pèse séparée ou ensemble, elle ne pèse pas la même chose. Donc, il y a de la masse qui a disparu. Ok? Comme vous le savez avec Lavoisier, la masse ne peut pas disparaître. Mais en fait, si. Et donc, ça choque. Ok? Mais elle ne disparaît pas vraiment, c'est juste qu'elle se transforme en énergie. Et donc, l'énergie peut se transformer en masse ou la masse peut se transformer en énergie. Ok? Et donc, c'est ça qu'on a fait. On a imaginé qu'on cassait un atome de carbone en tous ses nucléons. Et en fait, du coup, on a un défaut de masse, un manque de masse, qui a donc été transformé en énergie. Et on calcule cette énergie grâce à la relation E égale mc carré. Ça va? Et donc, il y a une petite erreur de calcul là, mais... Enfin. Et donc, vous tombez sur 10 exposant 12 joules. Ça va? Vous referez le calcul, mais on a une proportion. Moi, j'avais un truc genre 5, même avec plus précis, mais 5... Ah non, parce que moi, j'avais calculé pour 1 gramme, donc il y a plus. Donc on est dans l'ordre de 10 exposant 12 joules. Ça veut dire que, et c'est ça que je vous avais dit, ça, c'est l'équivalent en énergie de, j'avais une fois été chercher, 100 000 tonnes. Alors, vu que je n'ai pas fait exactement le même calcul, voilà, mais ça vous donne une idée. 100 000 tonnes de combustion Vous avez écrit ça d'essence. Ouais. Vous avez écrit ça En fait, c'est parce que c'est 100 tonnes. J'ai dit 100 000, mais c'est 100. C'est 100 tonnes d'essence. Ça va? En fait, je suis occupé un peu à me crisper parce que j'ai envie d'introduire l'autre cours et d'avancer suffisamment rapidement, mais... Ça. Oui. Donc 12 grammes. C'est pour 12 grammes. Mais ce serait x 12, parce que moi, j'avais calculé pour 1 gramme. Mais de toute façon, on s'en fiche des valeurs ici. C'est pour vous donner une idée de proportion. Donc, quand vous comprenez l'idée, c'est quand les physiciens ont découvert ça, ils se sont dit, mais j'ai quelques grammes d'uranium, je peux avoir la même quantité d'énergie avec ces quelques grammes d'uranium que si je vais brûler des centaines de tonnes de pétrole. Vous voyez l'idée? On s'est dit, mais banco,
on a un problème d'énergie, on n'a pas d'énergie, on ne sait pas comment faire, etc. Allons-y. Ok? Parce qu'on ne sait pas le faire. on y vient. Mais donc j'y viens. Voilà. Alors, évidemment, on ne peut pas récupérer de l'énergie sur tout. Il n'y a pas tous les trucs qu'on peut fusionner de la même manière. Enfin, fondamentalement, on peut, mais après, technologiquement, on ne sait pas toujours tout faire. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on maîtrise relativement bien la fission, mais on ne maîtrise pas forcément la fusion. Ok? Alors, d'abord, je vais le faire, puis on va approfondir deux concepts. La fission nucléaire. Fission, c'est, je prends des très gros noyaux. Ok? Et donc, généralement, l'uranium, c'est un classique qu'on peut trouver, que je vais casser. Donc, comment je vais les casser? Ben, simplement en envoyant des protons, pas des protons, des neutrons, parce que c'est plus facile, ça demande moins d'énergie. Un proton, il va avoir tendance à... Il faut lui envoyer avec beaucoup d'énergie, parce qu'il va avoir tendance à rebondir, puisqu'il est déjà positif. Donc, on va envoyer des neutrons dedans, pour rendre notre atome instable, ok, se casser de nouveaux atomes, mais en fait, en obtenant ces nouveaux atomes, on va avoir un défaut de masse, et on va récupérer de l'énergie. Ok? Deuxième concept, autre concept, c'est la fusion nucléaire. Ok? Fusion nucléaire, fusion, on prend des petits atomes, généralement de l'hydrogène, donc on prend du deutérium, du tritium, je vais vous montrer un petit peu les différents isotopes, voilà. On les fusionne et on obtient, du coup, voilà, de l'hélium et d'autres choses, et de l'énergie. D'accord? Alors, un truc maintenant à comprendre, avant que j'enchaîne dans ces trucs-là, c'est ceci. Donc, vous vous rappelez de la courbe d'Aston que je vous avais montrée la dernière fois? Il y a un pic au niveau du fer. Oui. Pour la courbe d'Aston, on peut pas faire un petit récapitulatif. Donc, je le fais en même temps. Donc, c'est la quantité d'énergie par liaison. Ok? Donc, par nucléon plutôt. Je dis par liaison, mais par nucléon. Ok? Et donc, en fait, on se retrouve avec le fer 56, qui est le plus stable, si vous voulez. Et en fait, si vous regardez, la quantité d'énergie, elle est proportionnelle au défaut de masse. Ok? Puisque, il y a moins d'énergie par nucléon parce qu'elle est transformée en masse ou inversement. Ok? Et donc, quand on part de l'uranium 235 et qu'on va, je ne sais pas moi, vers des atomes qui sont ici, des isotopes qui sont ici, vous allez avoir récupéré toute cette énergie-là. Et vous savez déjà que la fission nucléaire, ça permet d'avoir déjà beaucoup d'énergie. Ok? Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est, vous voyez, quand on part, je sais pas moi, du deutérium au tritium, en fait, l'énergie qu'on récupère, c'est ça. Ou, si on va là, ici, vous voyez, on peut récupérer tout ça comme énergie. Vous voyez proportionnellement ce que ça fait. Donc, la fusion nucléaire, ça donne des réactions qui produisent une quantité d'énergie qui est colossale, gigantesque. Ok? Et quand on arrive à la libérer, et c'est les premières fois qu'on a réussi à faire sans les contrôler, c'est les bombes H. Ok? La bombe à hydrogène, donc, ou la bombe A d'abord, la bombe atomique, ça c'est par fission, et puis la bombe H c'est fusion de l'hydrogène. Les quantités d'énergie qu'on a pu obtenir sont colossales. Ça va? Vous voyez ça? Le problème de tout ça, c'est de pouvoir contrôler. Vous récupérez beaucoup d'énergie, mais que vous ne contrôlez rien, vous allez juste raser la ville, vous n'allez pas pouvoir alimenter la ville. Le but, ce serait d'alimenter. Alors, la fission, c'est un procédé qu'on maîtrise relativement bien. Enfin, même très bien, ça fait 70 ans, plus maintenant, qu'on a des usines nucléaires. Le seul problème, c'est les produits les substances qu'on obtient. Après réaction, on obtient des substances et souvent, à un moment, on récupère des substances qui sont radioactives. On essaie de plus en plus d'aller de plus en plus loin, c'est-à-dire de récupérer ces substances, ces isotopes, de rajouter des protons ou des neutrons, de gérer les déchets pour avoir de moins en moins. Mais il y a un moment, on finit toujours par obtenir une certaine quantité de substances radioactives qu'on n'arrive pas à gérer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça, c'est ce qu'on a fait un moment. On les tapait dans la mer.
Et du coup, on se disait même pas, ah, mais ça va fuir et machin. Et donc, enfin, il y a eu des trucs comme ça. J'espère qu'on va pas avoir des mauvaises surprises dans 100 ou 200 ans. Sinon, maintenant, on utilise des stratégies un peu plus surveillées, mais ça reste quand même dangereux. C'est, on les enterre dans des zones géologiques, donc dans le sol, très profondes, là où il n'y a pas de nappe phréatique, où on peut avoir des problèmes, etc., pour l'alimentation de l'eau, parce que c'est des gros dangers, où il n'y a pas de mouvement tectonique des plaques et des machins, et on se dit, on peut les laisser des millions d'années, et voilà, personne n'ira là-bas. Ok ? Sauf qu'on ne sait jamais, peut-être que dans 1000 ans, les gens auront oublié. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, il y a 1000 ans, on était au Moyen-Âge. Hein. Est-ce que vous vous souvenez qui a enterré son trésor à tel endroit? Vous voyez? Donc, c'est ça le problème, c'est on fait un espèce de pari sur l'avenir, donc on consomme de l'énergie quand on fait du nucléaire, c'est on refile la patate chaude aux générations suivantes et on espère qu'ils ne vont pas se faire avoir sur l'un ou l'autre truc. Vous voyez les enjeux quand même. C'est pour ça qu'en plus de ça, il y a tout le danger au niveau de la fission nucléaire. Vous avez entendu Fukushima ou des choses comme ça. Même des centrales ultra sécurisées comme ça, il peut toujours se passer un truc qu'on n'a pas prévu, même si c'est ultra sécurisé. On a quasiment toujours tout prévu. Mais il y a eu des trucs qu'on n'a pas prévus. L'enchaînement d'un tsunami qui est passé avec l'eau qui s'est infiltrée, puis plusieurs trucs qui ont déconné, et hop, c'est parti. Vous voyez ? Donc fission nucléaire, on essaie clairement d'abandonner. Fusion nucléaire, par contre, la fusion, il y a des projets, ça fait 50 ans qu'on pense qu'on va réussir à le maîtriser, on n'y arrive toujours pas. Là, maintenant, on arrive, donc le projet c'est ITER, il y en a un autre aussi qui existe, je ne sais plus son nom, pas Hitler, mais ITER. Ça ne marche pas bien, hein. Quand tu lances des projets et que tu les appelles Hitler, je ne suis pas sûr que tu vas avoir beaucoup de financement. Pas a priori. Maintenant, est-ce qu'ils ont rabaissé les financements? C'est possible, mais c'est une très très mauvaise idée. Après, moi je suis un convaincu de ça, mais on a un gros problème de société au niveau énergétique dont vous êtes conscients, tous. Ok. Le truc, c'est que pour le moment, il faut essayer de favoriser à fond les énergies renouvelables, mais la quantité d'énergie qu'on peut obtenir avec les énergies renouvelables reste limitée. Et pour le moment, elle est juste occupée à compenser notre augmentation. Vous voyez ? Mais dans nos cours, on n'arrive pas encore à produire suffisamment d'énergie renouvelable et à un moment, on va être coincé quand même, on n'arrivera pas à produire suffisamment. Donc, on doit essayer de produire plus d'énergie renouvelable et on doit consommer moins. On n'a pas d'autre solution pour le moment. Le problème, c'est que, je vous parle en termes de physique, l'énergie, c'est transformer son environnement, c'est faire des choses. Vous avez de l'énergie, vous faites des choses. Vous n'avez pas d'énergie, vous faites rien. Vous voyez ? Je veux dire, je lève mon bras, c'est parce que je dépense de l'énergie. Ok ? Donc, pour faire des choses, on a besoin d'énergie. Donc, à un moment, on rentre dans une période de récession parce qu'au niveau énergétique, on n'a pas. Ce qu'on doit juste essayer de faire, c'est optimiser. Pour le moment, on doit optimiser l'énergie qu'on a. Donc, le seul moyen, c'est de réussir à trouver de nouvelles sources d'énergie qui sont propres et pratiquement illimitées, c'est-à-dire pas trop chères. Enfin, en tout cas, coupeurs. Et il y a des moyens en fusion nucléaire. Ok ? Je vais essayer de vous les amener. Ça marche? Question vite fait encore avant que je continue. J'ai vu que pour le nombre d'énergie à l'écran, il faut augmenter la taille du réacteur. Là, Pourquoi? oui, le réacteur à fusion nucléaire. Pour ITER? Il doit utiliser des électrons pour que... C'est possible, mais en fait, il y a plein... De ce que j'avais lu les dernières choses, il y a des verrous technologiques. C'est souvent comme ça. Et on se dit qu'on va les lever. Donc, c'est-à-dire, vous créez un plasma. Mais le plasma, il est tellement chaud. En fait, vous créez un mini-soleil. Hein. En gros, c'est plus ou moins ça. Un plasma qui est tellement chaud, vous n'allez pas le mettre, on va le mettre sur une table. Hein. Je veux dire, il n'y a rien, tout va fondre. Donc, il faut le maintenir, il faut essayer de le contrôler. Donc, on doit créer des champs magnétiques extrêmes qui vont fonctionner. Et en fait, la consommation de ces champs magnétiques consomme pratiquement autant que ce que ça produit. Donc, on arrive à une production, mais qui est relativement faible. Mais on arrive à une production positive pour le moment. Mais l'objectif, ce serait de réussir à avoir une consommation moindre. Et pour ça, il faudra avoir, par exemple, des électroaimants qui fonctionnent à beaucoup moindre énergie. Et des technologies qui permettraient de le faire, c'est les supraconducteurs, des choses comme ça. Donc, il faut développer de nouvelles technologies, des supraconducteurs à température élevée. Ça, c'est le problème. À température basse, on y arrive, mais à température élevée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des verrous technologiques. OK ? Peut-être je vais laisser Anaïda. Anaïda ? Eh bien, si tu veux, je vais reprendre maintenant en le faisant. Tu vois, on va relire l'exercice. Et en fait,
on va faire en équation et je vais encore vous montrer une petite app. Tu vois, tu avais encore une remarque? Une question toute bête. Vas-y. Quand on dit que l'élément d'hydrogène est limité, ça dépend parce que l'isotope H2 ou H3 est limité ou pas? Alors, c'est une excellente question. Donc, en fait, le deutérium, il est en très grande quantité dans les océans. Ben, quand on dit très grande quantité, c'est-à-dire par rapport à l'énergie qu'il peut nous apporter, il est en immense quantité. Alors, le tritium, ça devient plus délicat, tu vois. Mais le problème, c'est que pour répondre à ta question, c'est qu'on va voir les équations. Donc, il faut voir les équations. Chaque fois que vous faites un truc, et après, vous pouvez vous amuser à faire. Je vais vous apprendre à faire ces équations et à voir ce qui se passe. Vous pouvez calculer. Mais en fait, il faut voir quel type. Si vous obtenez des neutrons, vous produisez des neutrons ou des protons, j'en sais rien. En fait, ces neutrons, il faut se dire, si on les produit, ils vont quelque part. Donc, ils vont être absorbés par de la matière. Ils vont réagir avec la matière, créer des matières radioactives et des machins comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a plein de jeux. Et de ce que j'ai trouvé, donc, une des réactions, mais on va y venir après avec en faisant pratiquement, une des réactions qui est neutre, qui marche bien, c'est une des réactions qui se déroule dans le Soleil et qui fonctionne avec l'hélium 3. C'est-à-dire dans toutes les chaînes, il y a plein de réactions qui s'enchaînent. L'hélium 3, eh bien, quand on le fait réagir, on n'obtient que des produits neutres. Ça veut dire qu'on préfère de l'hélium 3 sans avoir du blindage de dingue ou des machins comme ça. Donc des petits réacteurs qui fonctionneraient bien. Le problème, c'est que l'hélium 3, c'est produit au niveau du Soleil. Sur Terre, il y en a, mais très peu. Coûte une fortune. Mais par contre, ils sont amenés par des vents solaires et on les trouve dans les roches sur la Lune. Et c'est pour ça, évidemment, que les Chinois, maintenant les Américains, tout le monde est occupé à se dire on va aller miner sur la Lune. Pas que pour ça, parce qu'il y a plein d'autres minerais aussi qu'on pourrait récupérer et on commence à être en manque de minerais. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, là maintenant, je ne sais pas, vous commandez un téléphone, ça commence à devenir costaud avec le Covid pour pouvoir... Mais en fait, parce que les gens ne travaillent plus, parce que les ressources deviennent limitées, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas certains minerais. Ça va? Ouais? J'hésite un peu. On peut lire, ou alors je vais quand même vous montrer l'app. Je vais montrer avec l'app et après on va lire. Oula! Donc c'est en physique nucléaire si je ne me trompe pas. Comment ça s'appelle là? C'est toujours la même, c'est Vascas et vous l'avez sur le net. Alors ça c'est après physique nucléaire. Donc ici vous avez le rayonnement, ça je vous ai déjà montré. Ok, c'est avec toutes les possibilités. Même le rayonnement neutronique on peut le mettre. Comme ça vous voyez, c'est ce que je vous ai montré dans les expériences. Alors ça c'est pas mal. Hop, j'arrête. Voilà. Donc, j'ai une certaine quantité d'uranium. Je crois que c'est de l'uranium, je ne sais pas, enfin peu importe. Un isotope quelconque, c'est un gros. Ça va? Je le lance, ça c'est la demi-vie. Si j'attends un petit peu, on voit la courbe de la demi-vie. Ça va? C'est ce que je pense que j'avais déjà montré ça aussi. Ok. Alors, ici, ça c'est les chaînes de désintégration. Donc, chaîne de désintégration. Si je prends de l'uranium, alors je vais arrêter. L'uranium, ici, c'est de l'uranium 234. Non, on va revenir. C'est de l'uranium 238 au départ. Ça va? Donc, rayonnement alpha, ok, il vient du TH, d'abord 234, puis rayonnement bêta-. Donc, en fait, c'est toutes les équations qu'on a vues. Vous voyez? C'est pour vous les montrer. En fait, chacune de ces équations, chacune de ces lignes, on peut les réécrire en entier. Avec chaque fois les différents types de rayonnement qu'on avait vus, c'est-à-dire rayonnement alpha, rayonnement bêta, bêta-, bêta+, rayonnement gamma. Et vous voyez, donc je vais la laisser lancer. Et vous avez une série de réactions comme ça, nucléaires, qui se déroulent. Donc un atome va se transformer et hop, vous allez obtenir à la fin du plomb. Ok? Ça peut prendre, ça dépendra des types de réactions. Alors, en demi-vie, il y en a certaines demi-vies qui peuvent, quand on les enchaîne toutes, prendre quelques secondes. Il y en a d'autres qui peuvent prendre des milliards d'années. Ok? C'est ce qu'on avait vu avec les demi-vies. Et voilà l'enchaînement de toutes les réactions. Donc, vous voyez que ça peut devenir assez gros. Ouais? Non, ça dépend à chaque fois de la stabilisation. Ça dépend à chaque fois. Donc, chaque ligne. Donc, je vais me lever, en fait, je vais montrer comme ça, parce que j'ai le droit. Donc, chaque ligne, tu vois, donc, pour passer de U à TH là, c'est un rayonnement alpha.
Ok, tu vois encore que c'est le rayonnement alpha. C'est émission, il faut aller voir les vidéos, hein, parce que là je sens qu'il y en a certains qui sont largués, ils ont un peu oublié d'aller revoir avant. C'est l'émission d'un atome d'hélium. Okay, donc c'est ce qu'on avait vu précédemment ici. Donc, il y avait les exercices que je vous avais dit, rayonnement alpha, voilà ce qui se passe. Ben, vous avez exactement celle-là, c'est celle-là. Ok ? Et puis, bon, vous avez chacune des réactions pour voir comment elles se passent. Mais voilà une chaîne de réactions. Ça, c'est une chaîne de réactions. Vous en avez une ici, puis bêta-, une deuxième bêta-, tac, tac, tac. Et puis, on est reparti, tac, rayonnement alpha, rayonnement alpha, rayonnement alpha, rayonnement alpha. Et hop, vous avez les changements. Et parfois, il y en a qui peuvent se dérouler de plusieurs manières différentes. Quoi. Certaines dans un sens, d'autres dans un autre. Mais à la fin, quand on attend, hop, on finit ici, en tout cas, à avoir du plomb. Ça va ? Vous comprenez l'idée? Donc ça, c'est le principe d'une chaîne de réaction. Ok? Alors, chaîne de désintégration, pardon. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Regardez. Donc, tu me demandais qu'est-ce que c'est que la fission? Ben, c'est ça qui se passe, c'est ça qu'on fait. Donc ça, c'est un exemple de transmutation. Donc, on a de la transmutation. Donc, on prend un noyau d'azote 14, on envoie un rayonnement alpha, donc de l'hélium, dessus, je l'envoie, je le laisse aller, et regardez, hop, il devient instable, il forme du coup 2 O17, ok, et un proton qui est renvoyé, ok. Donc ça c'est un exemple. Je vous en donne un autre. Le proton, là, ça c'est tout le problème. C'est que si vous faites cette réaction qu'il y a un proton qui est produit, s'il vient sur vous, si vous ne mettez pas de protection qui vient sur votre corps, il peut réagir avec un atome qui va créer un nouvel atome qui peut être radioactif et c'est reparti. Et donc vous voyez les réactions que ça peut avoir. Donc c'est pour ça qu'on met des systèmes de confinement avec des substances. Du coup les substances qui sont autour peuvent elles-mêmes devenir radioactives. Vous voyez? Donc il faut être très prudent avec ce qu'on fait dans ces réactions-là. Hein. C'est pas n'importe quoi des réactions nucléaires. Voilà. Alors, ici, je vous en mets une autre. Ça, c'est de la fusion nucléaire. Donc, vous voyez, c'est du deutérium et du tritium. Donc, c'est vraiment un classique. Hein. C'est un des modèles qu'on peut utiliser pour faire des réacteurs nucléaires à fusion. Parce que c'est ce qu'on a. Donc, je vais le mettre. Bam. Et vous voyez que ce qu'on obtient, c'est un atome d'hélium, mais on a quand même un neutron. Et donc, le neutron, c'est quand même embêtant dans cette réaction-là. Parce qu'il peut toujours aller réagir avec d'autres choses. Ça va? Si ça vous va, comme je vois, j'aurais voulu quand même introduire l'autre cours, je vais continuer encore à avancer un peu. Ça va? Vous avez assez de courage? Ouais? Non, ça dépend. C'est juste que là, tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as H3, H2, tu te retrouves, tu vois 5, mais ce qui est stable, c'est l'hélium 4. Donc tu vas avoir l'hélium 4 qui se forme parce que c'est stable et ton rayonnement neutronique. Ça va? Ton neutron qui... Ça marche? Ouais? Et donc, que ce soit un neutron ou un proton, ils peuvent réagir avec des atomes. Oui. Mais alors du coup, et ici vous avez le principe, le truc c'est que de là à là, si je regarde les énergies sur ma courbe d'Aston, j'ai beaucoup plus d'énergie. Vous voyez, ça voulait que je reprenne sur la courbe? C'était ici. Voilà, ici. Donc, vous voyez la différence entre l'hélium 4 et, c'était quoi l'autre que j'avais mis, H2 ou H3. Vous voyez les différences d'énergie? Ça, c'est tout ça qu'on peut récupérer. Hein. Les quantités d'énergie deviennent monstrueuses là, dans ce genre de réaction. C'est pour ça qu'elles nous intéressent. On a du mal à les contrôler. Ok? En bombe, ça on arrive à bien faire. Mais à contrôler pour éviter qu'elles s'enchaînent, on a du mal à les contrôler. Mais la quantité d'énergie, c'est alléchant. Quoi. Ça va? Et ici, vous avez la courbe d'Aston inverse pour vous dire, mais c'est exactement la même chose, c'est juste qu'elle est tournée dans l'autre sens pour voir qu'on a la vallée de stabilité avec le fer le plus stable. Ça va? Alors, quand un noyau est instable, quand un atome est instable. Alors, il est instable, du coup, il a une demi-vie, tu vois. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va se désintégrer, tu vois. Donc, il va se désintégrer, et c'est ce que je t'avais montré ici. Maintenant, je peux t'en prendre un autre, tu vois.
C'est ce que je t'avais montré ici. Voilà, il est instable, il se désintègre, il a une demi-vie. Ça prend chaque fois du temps, hein, tu vois. Et pour certains, ça peut prendre l'âge de l'univers, pour d'autres pas. Donc c'est pour ça qu'il y a les demi-vies. Donc là, il est en train de se désintégrer. Voilà, il se désintègre. Là, il se désintègre en ça. Puis celui-là, à un moment ou à un autre, il finit par se désintégrer en ça. Et donc je vous dis, chacune de ces réactions peut prendre plus ou moins de temps. Ça dépendra pour chacune des réactions. Oui. Alors, j'avais montré ça dans une des vidéos. Est-ce que l'atome de Bohr, je crois que c'est ici, le modèle de Bohr, je crois que c'est avec ça. Non. Ah non. C'est pas avec le modèle de Bohr, c'était dans une autre. Non, c'était pas dans cette appli-ci. Donc je vais remettre. C'était ici dedans. Je l'avais gardé si je me trouve bien. Construire un atome. C'était celui-ci. Vous vous souvenez que j'avais mis on peut construire des atomes. Vous voyez ça dans. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu dans la vidéo, hein, mais vous voyez que j'avais mis construire un atome, ça a dit. On peut y arriver, mais là on est dans. Ça c'est dans. Ben, c'est des quarks qui les constituent. Parce que c'est un proton, hein. Tu vois, enfin l'hydrogène, proton, tu veux dire. Oui, mais il y a des quarks qui les constituent. Alors, ici, vous vous rappelez que j'avais fait ça? Et je vous avais montré, et normalement, je peux afficher la stabilité. Donc, vous voyez, je mets un proton, c'est de l'hydrogène, je mets 2 de l'hélium. Vous voyez que l'hélium, il est instable comme ça, parce qu'on a 2+. Ok? Donc, les interactions fortes ne sont pas suffisantes, donc on doit rajouter un neutron. Alors, vous voyez, je mets un deuxième toujours stable, c'est bien. Je mets un troisième, ah, ça devient instable. Si ça devient instable, ça veut dire qu'il va se recasser et il va libérer jusqu'à ce que, voilà, par exemple, il y a le neutron qui est reparti, qui a été libéré, tiens, maintenant ça devient stable. Mais du coup, on va les laisser constamment instables, en fait. On ne voit pas, c'est juste ça se fait naturellement. Tu vois, il y a des réactions. Si maintenant, tu arrives avec un proton qui devient dessus, tu vois, parce que tu as bombardé avec un proton, hop, tu vois que ça devient du lithium, mais il est instable. Oui, mais on doit à chaque fois le bombarder, non? Parce qu'au bout d'un moment, il va commencer... Ah oui, mais après, naturellement, il y en a dans la nature. Hein. Il y a des substances radioactives. Nous, maintenant, on est capable d'en créer avec des quantités. Si on en met plusieurs constamment, ils vont être instables. Mais en fait, c'est ce que j'ai montré là tout à l'heure, ici. C'est ta chaîne de réaction. C'est, tu vois, chaque fois qu'il est... Tu vois, l'uranium, c'est le point de départ, c'est du 234, je crois. Où il est instable, ou du 235, il est instable, et puis hop, tu as des réactions qui vont se dérouler pour se stabiliser. Oui, mais à la fin, il se stabilise. Justement. Oui, ici, à la fin, on obtient du plomb qui est stable et qui a peut-être, par exemple, mais à chaque étape, il peut plus ou moins se stabiliser. C'est juste que, par exemple, du radon, enfin du R, ou d'ici au polonium, ou de celui-ci au polonium, tu vas avoir, je sais pas, ça va peut-être durer une microseconde. Tu vois, ou la durée de vie, la demi-vie, c'est ça, parce que ça peut durer, même quand la demi-vie est d'une microseconde, en fait, vous ne savez jamais quand ça va arriver. Okay. Mais disons que statistiquement, si ta durée de vie, c'est une microseconde, toutes ces réactions, toutes celles-là, elles sont des microsecondes, mais après, celle-ci, par exemple, elle peut prendre 1000 ans, la demi-vie, tu vois, ou celle-ci, après, elle peut prendre 1 milliard d'années, la demi-vie. Donc, ça veut dire la demi-vie, ça sert à rien de dire la demi-vie. Si, parce que... Justement, je dis bien la demi-vie, parce que la vie, tu ne peux jamais savoir. Tu ne sais pas. La demi-vie, tu peux savoir. Ben oui, c'est ça, t'as pas été voir la vidéo. Tu dois aller voir les vidéos. Je dis, il faut bien suivre, hein, parce que sinon... Vos vidéos, elles sont trop longues, voilà. Salman, t'es en 6e secondaire. C'est pas, je suis en 6e secondaire, c'est pas sûr. Si, je t'assure, t'es en 6e secondaire. Voilà, je suis en 6e secondaire, mais c'est question de temps. Oui, on a tellement de trucs à faire. C'est à toi de choisir. Je vous dis, vous avez tellement de trucs à faire. Moi, je vous donne mon cours et vous allez reprendre le même temps à la maison. C'est ce que vous deviez faire. Tu vois, il fallait le faire en amont, évidemment. Mais non, il faut bien reprendre ça, quoi. Ça, désolé, hein, moi, la situation est telle, mais en termes d'autonomie, c'est un truc que tu as besoin. Hein. Même hors situation de crise, tu as ça. Moi, j'ai dû faire ça, moi aussi. Hein. Des cours où je n'ai pas pu assister, j'ai suivi des cours juste avec le son, ou les cours de certaines autres personnes. Ouais, il faut... Aussi, ça arrive, tu vois, il faut savoir un peu d'autonomie. Ouais. Du coup, à la fin, le plomb qu'on obtient, c'est un déchet ou on peut le remettre Alors, en fait, ce qu'on appelle les déchets, c'est ceux qui sont radioactifs.
Donc c'est-à-dire, tu vas, je sais pas, par exemple, tu te rends compte que celui-ci, on n'arrive plus trop à, pour l'une ou l'autre raison, tu n'arrives plus à avoir les autres chaînes, ou que ça prend super longtemps, hein. Donc tu vas les stocker, mais tu sais que ces réactions, elles continuent, et donc il y a de la radiation qui est émise en attendant. Il y a des protons, enfin là, tu vois, il y a des atomes d'hélium qui sont balancés, ou tu vois, enfin, des différents types de rayonnements qui font, donc tu as de la matière qui rayonne, quoi. Moi, justement, c'est ça que je comprends pas. Si, de base, c'est ce qu'on cherche pour avoir des neutrons, pourquoi est-ce que ça devient un déchet et qu'on l'enferme? Parce qu'à un moment, ça prend du temps pour qu'elles qu'elles arrivent à un truc de stabilisation. Donc ça veut dire que tu as de la matière qui continue, mais ça peut durer des milliers d'années. Pendant des milliers d'années, tu vas avoir des rayonnements qui vont se dérouler. Hein. Oui, mais justement, c'est pas ça qui nous permet d'avoir de l'énergie. Mais il faut savoir transformer, récupérer ces rayonnements. Les rayonnements, tu sais pas tout récupérer, et il y a des rayonnements, c'est juste de l'hélium, hein. Tu vois, ou des protons qui vont aller percuter d'autres atomes, ou des neutrons, ou j'en sais rien, tu vois, qui vont faire d'autres réactions, qui elles-mêmes, tu vois, c'est... Ça va? Oui, ça va. Ok, pour tout le monde? Je regarde encore la suite, donc ça c'était plusieurs. Donc ça c'était transmutation, fusion. Donc tout le monde a compris la fusion comme ça? Et regardez la fission. Donc ça c'est vraiment un gros noyau, donc l'uranium 235. Je clique, vous voyez, j'envoie un neutron. On envoie toujours des neutrons, ça coûte moins d'énergie. Bam. Hop, il devient instable. Et puis à un moment, vous voyez, bon, je peux le laisser aller en fait, hein, parce qu'on le voit. On voit qu'il a formé, vous voyez, ça a attendu, hein, donc ça dépend un peu. Il a formé du barium, du krypton, évidemment, et 3 neutrons. Alors ce qui est bien intéressant, c'est que vous voyez, les 3 neutrons, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Il y en a 3 qui... Donc vous avez un neutron, vous envoyez un neutron sur de l'uranium. C'est ce qu'on appelle exactement une réaction en chaîne. Donc imaginez ici, ici et ici 3, puisqu'on est dans la matière, on est dans l'uranium, 3 autres atomes d'uranium. Les filles, j'espère que vous suivez, hein, parce que vous n'avez pas l'air hyper concentré, alors que franchement, c'est quand même pas hyper simple. Hein. Donc, vous avez ici l'uranium, ici 236, qui va réagir, produire ceux-ci, qui vont peut-être avoir d'autres chaînes de réaction après, mais ce qui est bien intéressant ici pour nous aussi, c'est les autres neutrons. Et donc, avec un neutron et un atome qui a réagi, vous allez avoir 3 nouveaux atomes qui vont réagir. Et pour chaque atome, il y a de l'énergie. Et ces 3 atomes, ils vont produire chacun combien de neutrons? 3 neutrons, ça fait 9. Puis, voilà, vous avez une réaction exponentielle. Ça va? Par exemple, si on a l'exemple de celui qui est l'uranium qu'on utilise pour Dis en force, que j'entends rien du tout. Parce qu'on ne pas. Si on va enrichir un uranium, on va rajouter des 238. Donc on va rajouter des neutrons. Oui, ben c'est des stratégies, ouais. Tu vois, pour enrichir ton uranium, oui. Mais en fait, ça a l'air simple comme ça. Pratiquement, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont capables de le faire. Tu vois? Mais ça, j'ai des dernières questions. Les étoiles à neutrons, c'est des étoiles remplies de neutrons. Des étoiles à neutrons? Ouais. Oui. C'est bizarre, en fait. Mais ça, attends, on est un peu hors sujet là. Ah, là, ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est un gros noyau qui va se diviser en plusieurs noyaux qui vont à leur tour avec des atomes. Alors, le principe général, c'est un gros noyau qui est cassé, tu vois, peu importe comment. C'est un gros noyau qui est cassé et tu vas obtenir des plus petits noyaux. Comme tu es sur ta courbe d'Aston, je te la remets encore, tu es ici, tu vois, tu vas arriver avec des produits qui sont ici, tu récupères ça d'énergie. Ok? Et alors maintenant, je reviens sur le principe de la réaction en chaîne. Quand ici, et ça c'est pour cette réaction-là, toutes les réactions de fission ne font pas des réactions en chaîne. On a choisi celle-là parce qu'elle est intéressante et parce qu'on peut la contrôler. Vous voyez? Parce qu'on s'est trouvé facilement de l'uranium 236 dans les minerais, on en trouve. Que cette réaction produit des neutrons et que du coup, on envoie un neutron d'une manière ou d'une autre, on en obtient 3 qui vont de nouveau réagir, donc on a la réaction qui s'emballe.
Le problème, vous voyez, c'est que si la réaction s'emballe, elle est, les gars, il faut comprendre, elle est incontrôlée. Vous allez fabriquer une bombe à fission. Ok? C'est la bombe A, la bombe atomique. Les premières bombes qu'on a fait, c'est des bombes comme ça. Mais non, qu'est-ce qui se passe dans une centrale nucléaire? Eh bien, on met des barres de substances qui absorbent les neutrons. Ok? Et donc, quand vous voulez que la réaction s'emballe un peu plus, vous retirez vos barres et hop, ça s'emballe. Et puis, on remet les barres dedans pour que... Enfin, après, c'est... Voilà. On remet les barres dedans pour qu'elles réabsorbent les neutrons en trop. Et alors, du coup, on a juste à tourner un bouton pour dire... ah, ben je vais régler ma réaction pour produire un peu plus ou un peu moins. Mais ça, c'est hyper utile quand on a une centrale nucléaire, parce que vous avez des villes, c'est le soir, que tout le monde veut regarder Netflix, ça commence à consommer, et ben, du coup, hop, on retire un peu plus les barres, on a un peu plus d'énergie. Et vous avez une réaction qui est contrôlée. Donc ça marche hyper bien. C'est super, en fait, comme truc. Excusez-moi de vous couper, non, Mais est-ce que tu écoutes depuis le début, ce... voilà, aujourd'hui. Alors, vous avez l'uranium ici, qui quand on lui envoie un neutron, il produit 3 neutrons. Chaque neutron va aller réagir avec un nouvel uranium. Donc chaque uranium va reproduire 3 neutrons. Ok? Donc il y en a 9. Puis, étape suivante, tac, tac, tac. Donc vous voyez que vous avez une réaction exponentielle, réaction en chaîne. Et à chaque étape, il y a de l'énergie. Ok? Si je laisse aller ça comme ça, hop, ça s'emballe, c'est une explosion nucléaire. Ça, j'ai compris, mais Okay. Je viens mettre une barre, donc imagine, mon bras c'est une barre, et je la rends pas tout à fait. Au lieu, j'ai envie quand même que la réaction donne pas mal d'énergie, hop, je la mets jusque là, il y a un neutron qui a été empêché, qui a été absorbé par ma barre. Et donc, il n'y a pas autant, la réaction est contrôlée. Ça va? Ah, je veux qu'elle descende un petit peu plus, ben, j'en enlève 2. Alors imaginez, évidemment, c'est pas 1, 2 ou 3, c'est statistiquement. On va statistiquement en enlever un certain pourcentage. Et du coup, vous contrôlez votre réaction, un peu plus d'énergie, un peu moins d'énergie. Comment on met les trucs? C'est ça, tu mets ton truc et il y a des moteurs qui les descendent et qui les enlèvent, c'est tout. Ah, ils enlèvent. Il doit avoir plein de barres, alors, parce que chaque étape... Oui, c'est un truc avec dans de l'eau, avec de la protection, etc. Voilà. Ça aurait été un truc super d'une fois visiter une centrale nucléaire, c'était faisable. Hein. Il y avait moyen de visiter des centrales nucléaires avec. J'ai encore moi jamais fait, mais c'est vrai que peut-être un jour, une année, c'est un truc que j'organiserais bien avec un groupe. Et ce sera pas vous, c'est ça que j'ai. Mais peut-être qu'un jour, un de vous sera prof et pourra aussi faire visiter. Ou peut-être que quelqu'un d'entre vous ira travailler dans une centrale nucléaire, m'invitera avec ma classe. Car vous avez j'avais juste une question. Oui. Et donc, par exemple, si maintenant on a un atome, selon ce qu'on lui injecte, par exemple un neutron en plus ou quoi, on sait en quoi il va se... Oui, tu peux prédire ces réactions, les réactions qui se font. Maintenant, parfois, il y en a plusieurs, il y a plusieurs possibilités, ça dépend. C'est toujours vers la stabilité. Et on va apprendre, comment faire Non. le calcul, on va apprendre ça. Franchement, c'est déjà bien hein, ce qu'on fait. Oh, Mais t'as envie, je t'invite, fais des études de physique. Ce sera bien. faut que je réussisse déjà mes interros. Ce serait bien, ouais. Mais ça demande juste un peu plus de travail et de concentration entre nous. Hein. Je suis frustré, vous savez, Parce que tu dois bosser plus. Je fais que bosser, j'ai fait 5 heures de travail, parce que l'interro, je vous le jure, sur la foule là. Alors tu bosses mal, alors là on peut en parler. Oula, ça veut dire que tu bosses mal. Alors, ça va ça? Vous avez pigé le truc? Mais après, tu vois, même si tu n'es pas tout de suite, c'est pas infaisable quand même. Hein. Mais ça, on en parle à un autre moment. Voilà donc la réaction en chaîne que je viens de vous expliquer. Je vous la remontre. Bam. Et vous voyez, on a mis la barre. Le bleu, c'est la barre. Et on absorbe cette teinte. Et hop, c'est parti. Vous voyez? Voilà. Donc là, on est reparti dans le truc. Alors, non, après, c'est des maths. Voilà. Ça marche pour ça? Je vais revenir ici. Mais je vais d'abord faire ça. Donc là, on a à peu près tout.
Qu'est-ce qu'il nous reste? 25 minutes. C'est dommage, j'ai mis mon t-shirt pour rien. J'ai presque l'impression que je ne pouvais pas faire ça. Non, on va peut-être très vite lire la fission. Comme ça, on lit vite tout, voir si tout est clair. Parce que vraiment, je vous ai tout expliqué. On va tout voir si tout est bien OK. Dans la fission et dans la... Il y a un exercice que je vais vous laisser. Et après, je ferai l'intro de mon t-shirt. Ok. Vous voulez que je lise? Allez, on y va. T'as besoin de moi? On peut commencer à lire. Vas-y, commence. La courbe. Ah oui, j'ai oublié de donner la masse. C'est 125 grammes. Oh. Ça va? La courbe présentant l'énergie des liaisons par nucléaire. Toi, ça va? Lis plus fort. On va crier. Tu lis à moi là. Tu me déçois. Je pensais que tu travaillais. Tu me déçois. Je pensais que tu travaillais. Ah non. Ça me pense à quoi? Pas mis. Putain, bien joué. Et je crois que j'ai la même chose ici. Pas de hasard. Personne qui m'écoute. Ok, allez, on est reparti. C'est intense aujourd'hui. Vous avez chaud. Ouais. Vous êtes prêts? On écoute, les gars? On y va. Dis fort. Ok. La courbe présentant l'énergie de liaison par nucléon, P2, est décroissante à partir du 56 FE. Ok, c'est la courbe d'Aston. Ouais, vas-y. Cela signifie que si l'on parvient à provoquer la fission d'un noyau lourd en deux noyaux plus légers, on devrait être capable de récupérer de l'énergie. C'est ce phénomène qui est utilisé dans les centrales nucléaires et les bombes A. Ok, ça va ça? Donc c'est ce que je vous avais montré ici. Vous voyez bien ici donc, elle est inversée mais je peux le faire ici aussi. Ça c'est la fusion et ça ici c'est la fission. Ça va? Et vous l'avez de l'autre côté inversé mais c'est la même chose. Continuons. La fission ne se produit presque jamais spontanément. Il faut la provoquer en ajoutant artificiellement une particule au noyau. À cette fin, on utilise des neutrons car ils sont insensibles à la force électromagnétique. C'est ce que je vous ai dit. Ça va? Lorsqu'un neutron est suffisamment proche d'un noyau, il se fait AP, ça veut prendre. par l'interaction nucléaire forte. Et si le noyau ainsi créé est très instable, il y aura fission. Voilà, ça marche? Tout ce que je vous ai expliqué. Par exemple, lorsqu'un noyau de 235U attrape un neutron. Ouais, mais j'ai Allez, restez concentrés. Quoi. 235 uranium attrape un neutron supplémentaire et il devient 236 uranium, qui va dans 84% des cas se fissionner. Plusieurs réactions de fission sont possibles parmi lesquelles... Voilà, donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs réactions. Je vous en donne parce qu'on ne sait pas, voilà, il y a plein de possibilités. Et donc là, vous avez, vous voyez, uranium 235 plus le neutron, uranium 236-92 dans les deux cas. Et puis, vous voyez ici, du krypton ou du strontium. Ça va? Et alors, enfin, vous avez d'autres possibilités. Et puis, pour chacun d'eux, il est encore possible d'avoir d'autres possibilités, d'autres types de réactions. Ça marche? Vas-y. On peut calculer l'énergie dégagée par ces réactions nucléaires. Il suffit pour cela de connaître la masse de chacun des éléments qui y figurent. La quantité de masse qui a été perdue au cours de la réaction, le défaut de masse, correspond à la quantité d'énergie dégagée. Voilà, donc vous avez ici toutes les valeurs. Vous avez un petit exercice, mais on en a déjà fait un du même genre avec E égale mc carré. C'est la même chose. Ça va? Je vous le laisse comme ça. La fois prochaine, vous regarderez aussi. Ouais, vas-y. Moi j'avais pas compris avec les formules de durée de vie, Comment quoi? la durée de vie, il y a 0 et tout ça. Je regarderai après, ça va? Donc on revient après parce que je voudrais encore avancer. Il nous reste encore 4 cours, je crois. Ou 3 ou 4 cours, donc c'est pas énorme. Donc
J'essaye de voir et puis on reviendra de toute façon pour les derniers cours sur toutes les questions. Donc il faut que chacun d'entre vous ait bien fait les exercices. Ok ? J'insiste beaucoup sur le sens puisque comme de toute façon c'est un oral, il y aura beaucoup de choses à pouvoir m'expliquer. Vous voyez que dans ces chapitres-là, c'est plus à expliquer, quoi. Ça va ? Mais il y a quelques calculs et je pourrais vous demander l'un ou l'autre calcul aussi. Ok, allons-y. Ce qui est extraordinairement pratique, c'est que les neutrons dégagés par la réaction peuvent à leur tour être attrapés par des noyaux de 235 uranium voisins, ce qui déclenche une réaction en chaîne. Voilà, donc vous avez la réaction en chaîne que je vous ai expliquée. Dans une centrale nucléaire, on tente de maîtriser la réaction en chaîne à l'aide de dispositifs qui absorbent une partie des neutrons. C'est ce que je vous ai Dans expliqué. une bombe, au contraire, on va laisser libre cours à la réaction afin d'effectuer un maximum de dégâts et d'assassiner un maximum d'êtres humains. Ok. L'utilisation de la fission nucléaire pour la production d'énergie pose deux problèmes majeurs. Les produits de fission sont généralement radioactifs, ce qui veut dire qu'il faut trouver une solution pour les stocker jusqu'à ce qu'ils ne soient plus dangereux pour la santé publique. Une partie des déchets radioactifs que nous produisons actuellement dans nos centrales resteront dangereux pour l'homme pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Ça marche ? Ouais, vas-y. Ce qu'on pense contrôler peut toujours nous exploser à la figure. C'est le problème, c'est que c'est des réactions qui sont quand même vachement dangereuses. Donc, Ouais. même si on pense que il peut toujours avoir de la radioactivité, on a vu Fukushima. Même monsieur, Fukushima, c'est pas plutôt un facteur externe. Oui, mais justement, tu penses que tu as prévu tous les facteurs externes, jusqu'au moment où tu n'as pas prévu tous les facteurs externes. C'est toujours ça. Et comme on joue avec des trucs qui sont quand même vachement dangereux, qui peuvent avoir des conséquences pendant des milliers d'années sur des millions et des millions de personnes, il faut se méfier quand même. Voilà. C'est évoqué, hein, tu vois. C'est des choix politiques. Chut. Pour remarque, de dire maintenant d'un coup, je vous donne aussi l'autre point de vue, de dire d'un coup on arrête tout le nucléaire et on n'a pas réfléchi à comment le remplacer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des centrales au charbon ou au gaz, on produit un max de CO2 et du coup, on augmente l'effet de serre et le réchauffement climatique, ou le changement climatique. Donc, ça a des gros impacts aussi, et maintenant tout de suite. Donc, d'arrêter clairement tout de suite le nucléaire sans solution, c'est pas une bonne solution. Et en effet, il n'y a pas de solution parfaite. C'est pour ça qu'on est un peu dans la merde pour le moment. Et c'est pour ça que je vous évoque la fusion nucléaire avec de l'espoir. C'est de l'espoir qu'un jour on arrive à suffisamment maîtriser ça, et en même temps que ça crée d'autres problèmes. C'est toujours ça. Oui. Ça se passe pour un peu expliquer. Non, je veux dire parce que avec les projecteurs pour faire des trucs plus sûrs. Je comprends rien. Hein. Les centrales actuelles, elles sont des fissures. Le système, il est peu aussi. Oui, mais on va pas les remplacer par des nouvelles. Non, parce que tu vas pas stocker et récupérer toutes tes matières fissibles, elles sont là. Ton système, justement, on les a fait tenir le plus longtemps possible. Et après même, ton système est là. L'important, c'est comment tu traites. Et ça, on a amélioré. On a bien amélioré des choses au niveau du traitement des matières fissibles, des matières radioactives, des déchets. On les traite de plus en plus loin et on en fait de moins en moins. Mais il y en a toujours. C'est possible de convertir tous les déchets nucléaires, pas de les enrichir, mais plutôt de les... Il y a apparemment, mais il faudrait voir, moi je ne sais pas si théoriquement c'est possible, je sais que... Chut. Désolé mais les gars, c'est un peu pénible, j'essaie d'expliquer, de répondre aux questions. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a avec son chef? Alors, maintenant j'ai perdu le fil. Donc le dernier truc que je disais c'était quoi ? Oui, il y aura, de ce que je sais, c'est qu'il y a toujours, quoi qu'il arrive, des déchets à la fin incompressibles dans ce genre de réaction-là. Même si on a réussi, en tout cas, pratiquement c'est le cas. Tu vois ? Maintenant, en fusion nucléaire, il y a moyen de faire des trucs où on peut éviter ce genre de choses-là. Ok ? Donc regardons maintenant fusion nucléaire, comme ça on voit si c'est bien compris. Donc fission, tout le monde a bien saisi ? Fusion ? Qui lit ? Vas-y. La courbe représentant l'énergie de la liaison par nucléon est fortement croissante pour les petites valeurs de A, ce qui signifie qu'il y aura moyen de tirer encore plus d'énergie en ayant recours à la fusion des petits noyaux entre le
principal problème c'est que lorsqu'on cherche à créer une fusion, c'est de réussir à rapprocher les deux noyaux suffisamment l'un de l'autre pour que l'interaction porte le pas sur la répulsion électromagnétique entre les deux. Voilà, là vous voyez tout de suite le problème. Vu que c'est deux noyaux positifs, c'est pas comme... C'est deux noyaux positifs. C'est pas un noyau positif et un neutron. Le neutron, il passera tout seul. Le problème de deux noyaux positifs, c'est qu'ils se repoussent. Donc, c'est ça. Et donc, il faut réussir à vaincre cette barrière électromagnétique pour se faire happer. Mais du coup, on doit apporter au départ une quantité d'énergie colossale. Ok ? Alors, pour les bombes nucléaires, en fait, la bombe à fusion, on a solutionné le problème, on a fait de la fission. Donc, on fait une amorce, si vous voulez, vous faites une petite bombe, entre guillemets, à fission nucléaire, dans de l'hydrogène. Donc, la chaleur et la pression dégagée lors de l'explosion de la mini-bombe à fission va permettre d'avoir assez d'énergie pour que les hydrogènes commencent à faire de la fusion et puis ça s'emballe. Donc, vous voyez que, en fait, la bombe à hydrogène, pour amorcer la réaction, il y a la bombe à fission. Voilà. Donc on fait, en fait, c'est l'allumeur, l'allumage de la bombe H, c'est la bombe A. Vous voyez un peu le genre. C'est le problème, c'est de vaincre cette barrière-là. Ok ? Donc il faut apporter un moment. Après, on en récupère beaucoup, mais il faut pouvoir apporter ça et savoir la contrôler, pas que ça s'emballe. Vous voyez toute la difficulté de cette réaction-là. Et les plasmas, gérer des plasmas où ça doit être contrôlé, où les quantités sont contrôlées, les réactions sont contrôlées. Pas facile. Hein. C'est ce qu'il y a de plus dur. Moi, je ne sais pas vous en dire beaucoup plus que ça. C'est juste que, voilà, je ne suis pas physicien nucléaire qui travaille dans une centrale. Hein, ça va, mais... Alors, lisons la suite. Kili. Où ça Dans les étoiles, cela est rendu possible par la température très élevée. Qui dit température élevée, dit forte agitation des particules. Et donc, régulièrement, il arrive que deux noyaux soient protégés. Pour les deux et pour l'autre, avec une vitesse suffisamment positive pour vaincre la barrière électromagnétique. Au sein du Soleil, à une température de l'ordre de 15 millions de Kelvin, deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium peuvent fusionner en un noyau d'hélium des particules. Voilà, ça c'est la réaction ici de base. Ok ? Donc, deutérium et tritium fusionnent et vous obtenez une énergie colossale. Mais évidemment, on est dans une étoile, donc la température est tellement importante, la dilatation thermique est tellement importante que certaines particules ont des vitesses extraordinaires et peuvent vaincre cette barrière-là. Ok ? Voilà. Alors, il y a un petit exercice, je vous laisserai le faire comme ça, ici dedans, c'est calculer l'énergie de fusion ici, avec les données que vous avez. Ok ? Et puis évidemment là on vous dit, c'est ce que je vous disais, la bombe A c'est l'allumette de la bombe H, c'est ce que je vous ai déjà dit. Ça va ? Il y a un petit truc que j'aimerais encore faire avant l'intro de l'autre cours. Je voulais encore vous montrer juste la réaction du tritium, comme ça vous l'aviez. Je l'ai noté. Je vous la montre. Voilà, si je l'avais mis là. Du tritium, je me trompe, de l'hélium 3. Hop, voilà. Donc, ça, c'est une des réactions qui existent dans le Soleil et c'est la réaction dont je vous parlais qui est très intéressante parce qu'elle est propre. Ok ? Donc, si on récupère sur la Lune de l'hélium 3, vous avez cette réaction-là. Vous faites hélium 3 plus hélium 3. Ok ? Vous allez obtenir, en fait, de l'hélium 4 plus un proton et un deuxième proton. Juste Voilà. deux protons, monsieur. Voilà. Et deux protons. Donc en fait, c'est top. Parce que si on obtient deux protons, les deux protons, qu'est-ce qu'ils vont tout de suite faire ? Quand je prends un H2. H2, c'est stable, c'est parfait. On a de l'hydrogène. Vous le brûlez, vous mettez une petite flamme, vous le brûlez avec l'oxygène à l'extérieur, vous fabriquez de l'eau pure. C'est parti. Zéro déchet. Et voilà. Ça va ? Mais on est encore loin de la maîtriser. C'est ça qui est dommage. Ça va ? Ok pour ça ? Et aussi autre chose, donc ça demande d'aller sur la Lune, miner pour récupérer, aller le chercher, le ramener sur Terre pour faire ça. Donc ça demande
la Lune, ça appartient à personne. Donc ça veut dire la Chine y va, elle fait son territoire où elle a trouvé les meilleurs trucs. Puis elle dit, ouais, mais attends, t'as été pompé là où il y avait le plus de... Ça va pas. Et alors vous imaginez bien le genre de guerre qu'on peut imaginer. La guerre des étoiles, ce sera la guerre sur la Lune pour avoir l'hélium 3. L'hélium 4, c'est vraiment l'hélium de base, stable. Oui, c'est le gaz, hélium, que vous connaissez, qu'on met dans les ballons minés. Parce qu'en fait, ils vont se mettre dans les couches de poussière accumulées pendant des millions d'années sur la Lune, à cause des vents solaires. Et alors, on retrouve ces atomes-là, on les craque, ils sont dans les minerais, on les craque et on arrive à faire récupérer ces trucs-là. Ça va? Ouh. Alors, ouais, vas-y. Je reste encore? Ouais. Ok. Vous avez écrit 4 hélium en... Ah, ici? Ouais. Vous avez mis 4 hélium. Non, c'est pas 4 hélium, c'est hélium 4. L'hélium 4 plus 1 proton, donc H1 Plus 2 protons. H1 ou H5? H1, c'est un proton. Ok. C'est de l'hydrogène avec juste un nucléon, donc c'est un proton. Ok, d'accord. Ça va? Ça, c'est dans une des premières vidéos. Va vous bien revoir pour être sûr. Hein. Avec le nombre, tac, en haut et en bas. Ça va? Ok pour tout le monde? Oui? Allez, allez à Jacques Taest. Alors, je vais introduire le t-shirt. Donc, le t-shirt, je vous l'expliquerai qu'à la fin. Ça va? Non, enfin, je veux dire, je vais vous l'expliquer maintenant. C'est Schrödinger. Voilà, le chat de Schrödinger, mais pour réussir à le comprendre le plus finement possible, c'est à la fin du chapitre de quantique que je pourrais arriver à le faire. Ça va? Donc, je saute un petit peu ici, mais... Voilà, il est là. Donc, vous êtes prêts? Le chat Schrödinger, donc je le fais comme une amorce, hein, et donc le but après c'est de faire la quantique pour essayer de pouvoir mieux comprendre ça. C'est une expérience de pensée, ok? C'est une expérience de pensée qui va vous montrer que c'est vraiment bizarre, et quand je vais vous l'expliquer que c'est vraiment bizarre, vous aurez envie de le comprendre d'une autre manière, d'une manière classique, mais vous la comprendrez mal. Il faut essayer de la comprendre comme ça. Et le but, j'ai essayé vraiment de faire tout un cours qui arrive à montrer tous les enjeux qui nous ont amenés à ça et qui fait que c'est vraiment la bonne manière de penser et que notre manière classique n'est pas bonne pour ce genre de truc-là. Ok? C'est psychologique. Donc, c'est pas psychologique, c'est juste que le fonctionnement de notre monde n'est pas forcément celui qu'on pense. Vous grandissez intellectuellement avec des modèles classiques. Et ces modèles classiques sont dépassés, et l'expérience nous montre que ces modèles classiques sont dépassés. Mais donc, imagine dans 50 ans, bah, en fait, on a qui sera... Alors, ça c'est ce que tu me dis, c'est que je veux dire, c'est le principe du modèle en science. Essayez de ne pas bavarder en même temps. Il n'est pas irréfutable. C'est une vérité proximité, une Voilà. similarité. Exactement. C'est que tu n'atteins jamais ta vérité. Tu vois? En 50 ans, c'est ce qu'on enseignera de base dans les écoles. Pas forcément parce que c'est compliqué et parce que Newton, ça marche toujours. C'est comme, je veux dire, ça fait la relativité, ça fait 80 ans. C'est dur pour moi de parler quand on parle en même temps. Ça fait 80 ans que, même plus maintenant, non, maintenant on est à plus de 100 ans que la relativité a été développée. On n'enseigne toujours pas la relativité en secondaire, enfin en supérieur, mais on n'enseigne pas en secondaire parce que la Newton marche super bien pour la majorité des trucs. Même quand on fait certains calculs en mettant des fusées dans l'espace, on continue à utiliser Newton parce que la différence d'erreur est négligeable. Donc c'est pas ça, c'est le modèle, on va l'utiliser là où il est pratique. Mais après, dans notre conception, notre compréhension de l'univers, il y a des modèles qui sont plus pertinents, qui sont peut-être tellement complexes au niveau mathématique qu'il n'y a pas grand monde qui les comprend ou qui sait les utiliser, mais c'est pas... En tout cas, ils existent et ça nous permet de comprendre comment l'univers fonctionne et aussi au-delà, peut-être de développer d'autres mécanismes, genre E égale mc carré. Après, ça amène à la fusion, la fission, à de nouvelles choses qu'on n'a pas forcément prévues. Ça va? Jean-Charles. Le chat de Schrödinger. Je vais voir, le chat de Schrödinger, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis en vie. Je suis en vie. Je vais tester un peu votre anglais, voici ça. Donc, je suis en vie. En fait, l'expérience, c'est
il a pris un chat, à mon avis il n'aimait pas les chats, et je vous montrerai, il y a une équation de Schrödinger, etc., qui normalement quand je dis que je la montre, je vais juste vous la montrer, essayer de vous l'expliquer ce qu'elle veut dire, mais évidemment on va pas vraiment travailler avec, hein, parce que c'est de la physique et des maths quand même d'un certain niveau, mais c'est pour que vous ayez une idée de comment ça marche. Donc le chat, on le met dans une boîte, ok ? Et dans cette boîte, elle est fermée, complètement fermée. Et alors, la règle, c'est que on ne peut pas avoir d'informations qui sortent de cette boîte. Donc, on ne peut pas tricher. Dès qu'on triche, ça ne marchera pas. Okay. Dès qu'on met un détecteur pour observer ou autre, il y a de l'information qui sort, ça ne marchera pas. Okay. Donc, on met ce chat dedans et on met un compteur Geiger. C'est quoi? Alors, un compteur Geiger, c'est les compteurs qui mesurent justement la radioactivité. Ok. Et on a statistiquement, donc il y a des atomes, vous savez, c'est ce que je dis, c'est le temps de demi-vie. Ben, on sait que sur un certain temps, les atomes vont se transformer ou pas. Et on imagine un système où on laisse, je ne sais pas moi, 10 minutes, et que la demi-vie, c'est 10 minutes pour 2 particules, voilà, et que en 10 minutes, il y a peut-être une particule. Elle a peut-être été émise ou peut-être pas. On a une chance sur 2. Okay, bon, on peut changer les proportions, mais on voit l'idée. Vous comprenez? Donc il y a une chance sur 2, quand je laisse 10 minutes, j'invente tous ces chiffres, hein, c'est pour que ici ça actionne un mécanisme. Alors oui, un mécanisme quelconque, on vous a mis un petit truc qui fait que ça actionne un marteau qui va aller casser une fiole qui contient du poison. Ok? Et donc le poison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer le chat. Ok? Eh bien, 10 minutes, quand vous êtes, que votre boîte est fermée, ça veut dire que si vous ouvrez votre boîte, peut-être que votre chat, quand vous ouvrez votre boîte, soit votre chat il est vivant, soit il est mort. Et en fait, le concept, c'est que, et je vais juste introduire ça là-dessus, tant que la boîte est fermée et qu'il y a 0 détecteur, qu'il y a 0 information qui sortent, le chat, il est les deux en même temps. Il est les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle de la superposition quantique. Ça veut dire qu'il a un état vivant et un état mort en même temps. Et alors, en fait, ce que je vais vous amener avec tout le raisonnement, c'est que les particules quantiques, elles ont ce comportement-là. Elles peuvent être superposées. Et parfois pas juste à 50%, parfois avec des pourcentages différents. On peut avoir vraiment des états qui sont les deux en même temps. Mais c'est vraiment ça la réalité. C'est-à-dire que c'est pas genre... La réalité, c'est qu'elle est superposée. Vous voyez? Ah oui, je sais. J'avais dit que ça allait être chaud. De quoi? C'est ce que tu te dis comme ça, mais en fait non. Tu vois? Et en fait, pourquoi il a fait cette expérience de pensée? Parce que la mécanique quantique, les particules qu'on a, elles ont vraiment ces comportements-là. Elles ont un truc de superposition. Et on a dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Quel est le... Puisque si je fais un truc qui passe du microscopique, donc du niveau quantique au niveau macroscopique, je pourrais imaginer une situation comme ça. Et c'est la boîte noire, tu vois? Et donc la boîte noire, on a un état quantique superposé. Je vois pas le lien. Quel lien? Je vois pas le lien avec ce qu'on regarde. Non, on sait pas si un chat il est vivant ou il est mort dans une boîte. Mais c'est quoi le rapport là? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que tant que ta boîte est fermée et qu'il y a 0 information qui sort de ta boîte, ton chat, il n'est pas mort dedans ou vivant dedans, il est mort-vivant. C'est-à-dire qu'il a les deux états en même temps. Ok? Ah ben, je ne vais pas vous répondre à ça aujourd'hui. On va démarrer le cours. Ça va me prendre quelques heures pour vous amener tout ça. C'est mon objectif, c'est de réussir à pas... Parce que moi, quand j'ai été à votre place... C'est une introduction. Oui, c'est une introduction. Hein. Moi, c'est pour vous montrer vers à quoi on arrive. Ok? C'est pour vous montrer que ça trouble la manière de penser. Ok? Et je vais essayer de vous amener ça. Ok? Ça marche qu'avec les chats ou bien genre avec un autre? Mais non, c'est une idée. Tu mets n'importe quel objet, en fait, une boîte noire, ce qui est à l'intérieur, ça fonctionne comme ça, tu as des états quantiques. C'est juste pour montrer ce principe des états quantiques
Et que si je vous le disais juste comme ça, les particules ont des états superposés, peut-être comme vous dites, c'est des particules, bah ouais, les particules, elles ont des états superposés. C'est juste pour vous montrer que on arrive vraiment dans un monde qui est bizarre. Parce que Un humain aussi, ça peut marcher. oui, tu mets un humain dedans, ça fera la même chose, l'humain sera mort ou vivant. Il est mort, Alors, le gars. il y a des gens qui ont essayé, et vous pouvez peut-être en parler, il y a des gens qui ont essayé de trouver des solutions à ça. Moi, je trouve qu'une des solutions les plus élégantes, ok, c'est en fait ces effets quantiques créent ce qu'on appelle, amènent à l'idée de multivers. Multivers. Donc, parce que quand vous ouvrez la boîte et que vous regardez, en fait, on est juste basculé dans un des univers. On est dans un paradoxe. Mais Tu fais un choix. c'est le but, c'est de créer un paradoxe ici, de voir. C'est une des solutions élégantes, mais elle est improuvable puisqu'on n'est que dans l'univers et on ne sait pas sortir de l'univers pour prouver cette théorie-là. Donc on est coincé. Voilà. Vous voyez, et il y a d'autres idées Parce que c'est pas. Non, c'est pas possible. pour tenter d'expliquer ces trucs-là. Mais voilà le truc. Comment il peut savoir qu'il est entre deux mondes, entre guillemets? C'est tant qu'on ne l'a pas mesuré, on a un état qui est une superposition d'états. Mais vu que ça n'a pas été mesuré, on ne peut pas dire que c'est. Et alors, c'est tout le problème de la mesure, c'est que dès que tu mesures, tu fais amener quelque chose dans la réalité. C'est dur, hein? Voilà. Ouais, après il meurt. Une fois sur deux, il est mort, une fois sur deux, il est vivant. Et du coup, après, une fois il fait le choix, ouais, Ouais. c'est bon, j'en ai marre, et après on vient, je reviens. Pas possible. Pardon. C'est impossible. J'entends pas bien ce qu'on dit. Parle bien fort, Anaïs. Cette expérience, c'est une expérience de pensée, ouais. Mais c'est dès que tu ouvres ta boîte, tu le sauras. Mais quand tu n'ouvres pas ta boîte, il est superposé. Ah, ben justement, non, il est superposé. Et c'est ça, c'est ce truc-là que je vous le dis un peu comme une... c'est un peu comme un fait en croyance et vous ne me croyez pas. Mais je vais essayer de vous amener ça pour que vous essayiez de vous le faire comprendre. Quoi? Oui, mais là, tu l'observes. Mais la question que tu peux te poser, qui est philosophique, c'est tant que personne ne peut observer le nuage, est-ce que le nuage est présent ou pas? Mais ça, c'est Dieu aussi. Tant que personne ne voit Dieu. On peut réfléchir à ça aussi comme ça. Mais attendez, parce que là, je ne vous le dis pas juste comme ça en logique. Je vais vous montrer que l'expérience nous montre ça. Ok? Il me reste encore 7 minutes, j'aimerais bien, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, au moins vous introduire le début. Ça va? Vous êtes prêts? Comme ça, les filles? Ouais. Maintenant, comme ça m'a un peu chauffé, et c'était le but. C'est que je vous mets un peu mal à l'aise par rapport à ça, mais vous serez encore plus mal à l'aise quand je vais amener des faits. Et c'est ça qui est gai, et c'est un peu le but, et je trouve que c'est intéressant que vous sentiez. Vous avez fait toute la physique pour voir à quel point elle est puissante, elle fonctionne, et elle nous rassure. Et en fait, cette physique quantique, elle fonctionne juste différemment. Et il faut repartir de certains a priori qu'on a par rapport à la réalité. Ça prend beaucoup de temps, moi c'est pendant des années où j'ai l'impression que je comprends de manière de plus en plus fine, mais c'est toujours une impression. Voilà. J'ai une petite question. Très vite parce que je voudrais encore faire un truc. Dans cette expérience-là avec le chat, Oui. au final, ça se terminait comment? Il est toujours dans la boîte. Non, c'est si tu ouvres ta boîte, tu sauras s'il est mort ou il est vivant. Mais tant que tu n'ouvres pas ta boîte, il est superposé. Mais si vous dites que. En gros, il était mort depuis le début et ils ont fait tout à C'est pas ça. Toi, il faudrait que tu attendes et que tu fasses l'option science. Et que tu suives le cours de 6e. Je peux pas vous l'expliquer mieux que ça. Il faut suivre une intro au cours pour que ça aille mieux. Alors, prêt? Parce qu'il me reste 6 minutes. Je voudrais quand même au moins faire l'intro d'un des trucs. Je sais que ça fait dur comme ça, mais comme ça on gagne du temps pour après. Ça va? On est encore courageux, un peu d'attention? Parce que intellectuellement, c'est quand même spécial. Alors, un petit peu de spectrométrie. Ok? Donc, la spectrométrie est un des trucs
qui a permis d'introduire la quantique. Okay, et c'est tout un champ d'études de la physique qui est quand même très important. La spectrométrie, c'est donc l'étude des spectres lumineux. Je vous rappelle que, cours de 4e, quand on fait passer un rayon de lumière blanche à travers un prisme, il y a diffraction donc, de la lumière, donc elle est séparée en ces différentes couleurs en fonction de leur longueur d'onde. Okay, donc vous avez un arc-en-ciel. Alors, principe général, donc 3 possibilités. Donc vous voyez, je prends ce qu'on appelle un corps noir, mais j'expliquerai après ce que c'est de manière un peu, la prochaine fois sans doute. Ça veut dire n'importe quel corps chaud, okay, un corps chaud, il émet de la lumière. Donc je prends une ampoule, il émet de la lumière. Il émet un spectre qui est dit continu. Okay, donc vraiment, le soleil par exemple, ça émet un spectre continu. Si je prends un gaz chaud, mono ou diatomique, enfin donc juste un gaz où il n'y a qu'un seul type d'atome, ça va ? En fait, je vais voir qu'ils émettent, quand je fais passer ceci dans un prisme, un rayonnement avec des lignes. Okay, c'est ce qu'on appelle des raies d'émission. C'est la carte d'identité de chaque type d'atome. Okay, donc voilà, chaque type d'atome, c'est comme ça qu'on peut savoir ce qu'il y a dans l'espace. Okay, enfin, avec les 2 techniques Excel en dessous aussi. Donc un corps chaud qui émet de la lumière, je fais passer le rayon lumière et je vois sa composition. Vous voyez l'idée? Et donc, chaque type d'atome a une série de lignes, de raies spécifiques. En gros, c'est son code barre. Si tu veux. Ça va? C'est sa carte d'identité. Et puis, il y a exactement l'inverse, mais c'est exactement la même chose que vous allez voir ici. Je prends le gaz, non pas chaud, mais donc qui n'émet pas de lumière, mais froid, mais je fais passer de la lumière d'un corps chaud, donc un spectre continu, à travers ce gaz. Okay, et du coup, le gaz, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absorber les longueurs d'onde. Et si on regarde, on va voir un peu plus loin pourquoi, on va regarder, on va voir qu'on a une absorption, on a des lignes d'absorption du spectre continu. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que le gaz a absorbé au niveau des lignes, aux mêmes lignes que celles qu'il émet. Vous comprenez? On fait ces expériences-là et ça, c'est ce qu'on observe. Ça marche? Donc, 3 types d'émissions de spectres. Premier type, un spectre continu, émis par tout corps chaud. Il y a les deux? Oui, les deux. Okay. Émis par tout corps chaud, spectre continu. Un spectre émis par un gaz, mais monoatomique ou diatomique, enfin tu vois, un seul type d'atome dedans. Parce que dès qu'on commence à multiplier des types de liens, en fait, on va étendre les lignes et on va avoir un spectre continu à la fin. Okay, donc, si on a juste un seul type d'atome, on a des lignes d'émission, comme ceci. Ça va? Je vais vous montrer l'expérience juste avant de partir. Et puis, quand on fait passer donc, de la lumière, qui est ce spectre-là, à travers un gaz, ce gaz, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe au niveau des lignes. Attendez, une toute petite seconde. Une seconde. Hop, 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 spectroscope, voilà à quoi ça ressemble. Ok? Vous faites passer le gaz, il passe ici dedans, et vous observez ici les lignes d'émission. Et on peut changer, donc, et on peut les mesurer, comme ça vous pouvez les mesurer, et je peux changer de gaz, et je vais avoir des lignes d'émission différentes. Ça va? On repart de là la fois prochaine? Merci de votre attention. Tu changes d'option. C'était intéressant. C'est très intéressant. Mais si on réussit pas ça, la vérité c'est... C'est pour ça que je fais un oral. Pour essayer de m'arranger pour que vous réussissiez. Ici, ça, ce que je peux pas vous montrer, c'est pour finir la guerre. Tu vois, c'est pour vous montrer un truc un peu plus fun. Par contre, tout ce qu'on a vu avant, et même physique nucléaire, il faut quand même un peu maîtriser en médecine, les machins comme ça, je pense. C'est simple. Quand on va faire des choses qu'on fait, vous envoyez
vous envoyer des êtres humains, vous envoyez sur la maison, s'il vous plaît. Parce que je suis pas. Non, ça je ne peux pas faire. Je ne prends pas les photos des infos. Quand je ramènerai, tu peux me redemander. Monsieur voudrait leur envoyer une copie de l'interro. Non, je ne peux pas faire. Je vous donnerai à la prochaine. Non, je veux dire, parce que j'ai pas passé l'interro en fait. Ah, toi. Oui, c'est vrai. Si vous l'envoyez, vous l'envoyez. Non, il va pas Soit l'envoyer. ça, soit envoyez-moi un message quand j'ai le temps, je le fais. C'est hyper dense pour moi. Hein. Je ne sais pas si vous sentez un peu, mais je bosse pour essayer que vous ayez tous le maximum dans toutes les pièces, j'ai ça. Donc je donne à fond. Et j'ai plein de corrections partout, des bulletins à faire, donc quand ça va. Et je dois préparer déjà des examens que je ne toujours pas fait. Mardi. Je ferai ce que je peux quand je Vous peux. vous êtes dit pour le prochain cours, c'est pas grave, Ouais, ou si jamais j'y arrive pas, je vous fais une fois une petite photo, ou même les autres auront, on pourrait toujours faire une photo de leur côté. Demain, vous donnez cours, monsieur. Demain, je ne cours, ouais. Vous ne pouvez pas les ramener nous, viens les Je vais chercher. essayer quand S'il même. vous plaît, merci. Ça va je te promets pas, hein, mais j'essaye. S'il vous plaît, si je vous rappelle avec un message.